Économie de Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, la sécurité du transport aérien et la nouvelle menace, celle des tirs de missiles. La catastrophe du vol de la Malaysia Airlines a marqué les esprits. Quelle protection pour les avions civils? On se penchera dans quelques minutes sur l'expertise israélienne. Et justement, nous évoquerons aussi le secteur du tourisme. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas menace-t-il cette industrie à travers le pays? Michael Haïk, un professionnel du secteur, sera avec nous. Mais avant cela, nous parlerons du rebond spectaculaire de l'économie américaine pour le deuxième trimestre. La croissance US s'affiche à plus 4%, bien au-delà des prévisions. De quoi gommer la chute constatée au premier trimestre. Lionel Friedfeld nous donnera les détails dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et pour commencer, l'essentiel de l'actu économique du jour. Et à la une, c'est officiel, l'Argentine est en défaut de paiement. C'est la deuxième faillite du pays, après celle dramatique de 2001. Faute d'accord de dernière minute hier avec deux fonds spéculatifs, les fameux fonds vautours qui réclament le remboursement de 1,3 milliard de dollars. Buenos Aires a été déclaré en défaut sélectif par l'agence Standard & Poor's. Alors une mise en faillite paradoxale, puisque techniquement l'Argentine a les fonds pour payer sa dette, mais elle craint en remboursant ces fonds, un effet domino. D'autres créanciers qui ont accepté de renégocier la dette argentine pourraient eux aussi exiger leur dû et la facture pourrait alors théoriquement dépasser les 100 milliards de dollars. Or, les réserves de la Banque centrale d'Argentine ne sont que de 28 milliards. Un scénario assez improbable, mais le ministre argentin de l'économie est décidé à se battre. Qu'allons-nous faire? Primero, como lo dije, no vamos a firmar. Nous ne signerons aucun compromis qui mettrait en péril l'avenir du peuple argentin. Nous allons user de tous les moyens possibles, en passant par nos contrats, le droit national et international, pour que cette situation que nous considérons comme insolite, inédite et injuste prenne fin. No se perpetúe en el tiempo. Quel impact cela va avoir? Eh bien cela va augmenter davantage encore le coût des emprunts argentins, à moins que le pays ne puisse trouver un créancier à qui emprunter en plus de la Chine et du Venezuela. Le Venezuela qui d'ailleurs n'a plus beaucoup d'argent. Nous sommes donc dans une situation où l'Argentine est d'une certaine façon en train de plonger dans l'inconnu. En Russie, critique nourrie au lendemain de la décision de l'Europe et des États-Unis d'étendre leurs sanctions contre Moscou dans le contexte de la crise en Ukraine. Côté russe, on minimise l'impact de ces mesures et on dénonce des mesures anti-russes, tout en menaçant Washington et Bruxelles d'une hausse des prix de l'énergie en Europe. Les experts craignent tout de même une récession en Russie, conséquence de l'isolement croissant du Kremlin. Les répercussions de ces sanctions ne seront pas catastrophiques pour l'économie russe. À ce stade, il demeure une forte incertitude concernant les entreprises qui seront touchées et les transactions précises qui seront affectées par les restrictions. Les pays occidentaux sont très prudents sur le choix des sanctions pour s'assurer qu'ils minimisent leurs propres dommages. Il convient de mentionner ici que, par exemple, l'industrie du gaz n'est pas tombée sous sanctions européennes pour des raisons tout à fait évidentes. L'Europe dépend sérieusement des approvisionnements russes. En bref, lourde perte pour BNP Paribas au deuxième trimestre, 4,3 milliards d'euros. Le contre-coup, bien sûr, de cette amende historique que la plus grosse banque française a accepté de payer aux États-Unis le mois dernier, 6,6 milliards d'euros pour éviter un procès. BNP Paribas, on le rappelle, a plaidé coupable pour avoir violé les embargos décrétés contre l'Iran, Cuba et le Soudan. C'est donc la première perte trimestrielle du groupe depuis fin 2008. Les chiffres du chômage en zone euro encourageants pour le mois de juin. D'après Eurostat, le taux de chômage a atteint le mois dernier son plus bas niveau depuis septembre 2012 à 11,5%. Alors 18,4 millions de personnes étaient tout de même sans emploi dans la zone. Une embellie qui cache toutefois des disparités. 5% en Autriche pour le taux de chômage ou en Allemagne aussi 5%, 27% en Grèce, 24% en Espagne. Enfin, le chômage des jeunes est passé de 23,2 à 23,1% en juin pour l'ensemble de la zone. Et là encore, il atteint 56% en Grèce, 53% en Espagne ou encore 44% en Italie. Et puis peut-être un nouveau scandale autour des chantiers en vue du mondial de football 2022 au Qatar. Le quotidien britannique The Guardian affirme que les travailleurs étrangers qui œuvrent actuellement à la construction du stade d'Al Wakra sont payés 57 centimes d'euros par heure pour 30 jours de travail par mois et sous une forte chaleur. Alors un tarif qui concernerait une centaine de travailleurs. Doha est régulièrement critiqué ces derniers temps par des ONG qui dénoncent le sort de ces ouvriers, même si en février, le Qatar avait annoncé des mesures pour améliorer leurs conditions.
Et on revient donc sur ces chiffres spectaculaires de la croissance américaine, plus 4% au deuxième trimestre en rythme annuel. Les analystes tablaient sur une hausse déjà conséquente de 3,2%, un rebond qui tombe à pic après un premier trimestre décevant, moins 2,1% en données corrigées. On écoute d'abord la satisfaction de Barack Obama, autosatisfaction même. Donc, les décisions que nous avons prises pour reconstruire l'économie sur de nouvelles bases, pour investir dans la recherche, dans l'infrastructure, dans l'enseignement, toutes ces décisions commencent à porter leurs fruits. Ouais, c'est vrai que les dépenses publiques, elles ont progressé aux États-Unis, plus 1,6%, tout comme la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Alors notre analyste financier Lionel Friedfeld est en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour David. Lionel, est-ce qu'on peut parler d'un vrai signal positif ou bien d'un simple rebond technique après le premier trimestre ? Vous voulez de mentionner en fait un rebond spectaculaire de la croissance américaine, puisqu'avec près de plus de 4%, alors que vous l'avez mentionné, les analystes tablaient sur 3,2%. Les chiffres en fait du département du commerce américain ont ravi tous les secteurs. Les dépenses, notamment dans les biens durables, dans tout ce qui est voitures, équipements électroménagers, ont fait un bond de près de 14%. Les exportations ont gagné près de 9,5% contre moins 9,2% au trimestre précédent. Et les importations ont également été en forte hausse à 11,7%. En fait, la dépense des ménages a augmenté, on va dire, entre 1,2 et 2,5%, ainsi que les dépenses publiques qui ont augmenté, puisque l'État et les collectivités locales ont augmenté de 3,1%. Simplement, la dépense fédérale a en fait baissé un petit peu à moins 0,8%, et l'inflation arrive à une target, notamment à 2%. Et en fait, ça entraîne exactement une dynamique de l'économie américaine qui dit plus de croissance de l'économie américaine, dit plus d'investissement étrangers aux États-Unis et donc plus de rachat de dollars. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'euro est en train de baisser par rapport au dollar. Et aussi, réaction, on va dire, assez stable de la part de Wall Street, puisque tous les indicateurs, le S&P 500 ainsi que le Dow Jones et Nasdaq, étaient, on va dire, dans l'expectative et attendent notamment des décisions de la Fed. Et puis, brièvement, Lionel, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Fed a pris acte de ce rebond de l'activité. On continue de resserrer un peu le robinet des liquidités et on passe à 25 milliards de dollars par mois pour les rachats d'actifs. Effectivement, la Fed continue sa politique avec des taux d'intérêt proches de zéro. On resserre la vis à 25 milliards de dollars par mois d'injection de liquidités. Ce programme devrait se terminer à l'automne. Et puis, si tout fonctionne comme il se doit, la Fed devrait pouvoir remonter les taux d'ici 2015. Mais la préoccupation de la Fed aujourd'hui, c'est la publication vendredi des chiffres sur le chômage. Le chômage a baissé le mois dernier à 6,3%, mais ce n'est pas encore stabilisé. Et Janet Yellen insiste beaucoup sur son point. Elle veut absolument que l'emploi s'améliore aux États-Unis. Voilà, intéressant. En tout cas, Wall Street davantage influencé par la Fed que par les données de l'économie. Merci Lionel pour toutes ces explications. Et on s'intéresse à présent au secteur de l'aviation civile. Le drame du vol de la Malaysia Airlines frappé par un missile, on se souvient, au-dessus de l'Ukraine il y a 2 semaines, est encore dans toutes les mémoires. Un constat, très peu d'avions de ligne sont protégés aujourd'hui face à cette menace pourtant grandissante de ce type de tir. En Israël, cette question de la sécurité antimissile a été prise au sérieux depuis plusieurs années. Daniel Roth, Sacha Rebout et Éric Berdugo. Les avions de ligne seront-ils bientôt équipés de systèmes antimissiles ? C'est en tout cas ce que proposent 2 membres du Congrès américain après le drame de la Malaysia Airlines, cet avion abattu par un missile en Ukraine. Ils souhaitent faire estimer le coût d'un tel système pour connaître la faisabilité d'un tel projet. S'il était mis en œuvre sur les compagnies américaines, ça représenterait une véritable aubaine pour l'industrie militaire israélienne. El Al et d'autres compagnies locales sont déjà équipées d'un radar de détection qui leur permet de déjouer d'éventuelles attaques. Ce système mis en place au milieu des années 2000 porte le nom de Gardien des airs. En 2002, un avion de la compagnie Air Cape qui survolait Mombasa au Kenya a été visé par un missile. Par chance, il n'a pas été touché. Depuis, le gouvernement israélien a décidé de mettre en place un système de défense pour ces avions de ligne régulières. Cependant, cette technologie présente des risques pour les aéroports civils car elle fait usage de pyrotechnie. Pour Eran Ramot, ce système antimissile embarqué est inefficace face aux tirs de roquettes. Des roquettes qui, selon lui, ont de toute façon peu de chances de viser leur cible car elles ne sont pas téléguidées et frappent au hasard. Aujourd'hui, Elbit Systems, une compagnie israélienne, a inventé une technologie plus performante, financée par le gouvernement et appelée Sky Shield. Cette technologie, un système antimissile à infrarouge, permet d'éviter les menaces potentielles grâce à un programme connu sous le nom de C-Music. Le projet représente plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement selon notre expert, sans compter les dépenses annexes.
Le système est lourd et dans l'aviation civile, cela demande plus de carburant et donc plus d'argent. En plus du poids, cela crée plus de résistance en vol, car le système se situe sur le fuselage de l'avion. Cela entraînera donc un surcoût des vols, peut-être 1, 5 ou 10 $, je ne sais pas, mais cela aura un prix. En fin de compte, ce sont donc les passagers qui pourraient voir le prix de leur billet augmenter. Le coût de cet équipement revient à $1 million pour chaque avion. C'est vrai que c'est une dépense importante, mais je pense que ça en vaut la peine. Pour un passager, vous voyagez avec une compagnie où vous vous sentez en sécurité, c'est primordial, et ce, quel que soit le prix du billet. Éric Ramotte assure que ce système, testé et approuvé, est déjà en service sur certains avions, mais ne souhaite pas donner plus de détails. Voilà, on va transiter maintenant vers le tourisme. Le secteur en Israël souffre-t-il déjà du conflit en cours à Gaza? Des chiffres ont été lancés ces derniers jours par certains tour opérateurs. 30 à 40% de baisse des revenus des hôtels pour la saison. 30% seulement pour le taux d'occupation des hôtels contre 70% en temps normal. Alors nous recevons sur ce plateau Michael Haïk, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous dirigez l'agence Bon Voyage. Alors vous êtes un professionnel depuis une vingtaine d'années. D'abord, comment vous percevez ces chiffres qui sont sortis ces derniers jours? Est-ce que vous ressentez cette tendance globale à la baisse pour le tourisme? Alors tout d'abord, je pense qu'il est difficile d'évaluer dès à présent les conséquences du conflit. Je pense qu'il faut attendre la fin du conflit pour savoir précisément quelles vont être les conséquences. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il y a un impact. L'année 2013, nous avons terminé avec 3,5 millions de touristes et que l'année 2014 devait être une année record. Plus forte, oui, la 2013 était autant record. La 2014 était record d'année en année. Oui, on était en record d'année en année. Il me paraît évident qu'avec le conflit, ce ne sera pas le cas. Maintenant, les effets néfastes, ça, il est clair. Il faut essayer de différencier le tourisme français d'autres tourismes. Moi, je vais essayer peut-être de me centraliser sur ce tourisme de France. On sait d'ailleurs que les Français ont fait preuve souvent de fidélité par rapport à Israël dans les périodes de conflit. On pense à l'année 2006, la deuxième guerre du Liban. Toujours, ils font toujours preuve de soutien, s'intéressent, nous téléphonent, nous demandent qu'est-ce qu'il en est, nous disent on veut venir, on a envie de venir. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, certes, il y a des annulations dans les hôtels, mais il y a aussi des réservations. Donc, c'est la tendance. Et chaque jour, les Français s'intéressent à ce qui se passe en regardant les médias. Et après, nous contactent. Mais chaque jour, nous avons des réservations. Ça compense quand même? Alors, ça compense pour le moment. On va dire, pour une annulation d'hôtel, on a une réservation. Ouais. Et on a encore un mois de travail. Donc, tous les chiffres que j'entends depuis quelques jours, 30, 40, même hier, j'ai entendu des chiffres de 80%, me paraissent un peu exagérés. Moi, je ne voudrais pas... tracer un tableau apocalyptique qui ne l'est pas vraiment. Alors par exemple, je parle des vols. Si on parle des vols, là les Français qui prennent des vols du tourisme familial, de proximité, nous avons eu très peu d'annulations. Les vols des compagnies aériennes... Sur les vols, ça tient plus ou moins le coup. C'est pour les hôtels là que vraiment quand même oui, ça se ressent. Tout d'abord... pour les vols, par exemple, hier, il y avait un vol de la compagnie El Al, plein, un jumbo de 500 places avec 3-4 places vides. Donc, c'est une preuve malgré tout. Et les compagnies aériennes, les compagnies de charter israéliennes sont pleines jusqu'au 6... Ce sont peut-être elles qui profitent le plus aussi des événements qu'il y a eu avec le tir de missile près de l'aéroport Ben Gurion. Exactement. Et d'ailleurs, il faut les féliciter d'avoir réagi à ce moment-là et avoir rapatrié toutes les personnes de façon record, quoi. Alors ce qu'on sait moins aussi, c'est que le tourisme palestinien est affecté aussi par ce conflit. Alors le tourisme palestinien est tout à fait affecté. Alors nous sommes affectés et aussi par des annulations et dans les hôtels, les chiffres que vous avez donnés, évidemment il y a des annulations. C'est clair, la situation n'est vraiment pas extraordinaire, surtout que l'été, pour le tourisme français, on va dire, c'est 30 à 35% du chiffre d'affaires. Mais du côté palestinien, c'est encore, je pense, encore plus grave. À Bethléem, il y a des annulations totales. Je pense qu'on est très, très, très bas au niveau de leur taux d'occupation. Il y a des hôtels à Bethléem. Direct du conflit. Et ils nous appellent d'ailleurs. On reçoit des téléphones. Voilà, quoi. Et justement, au niveau géographique, est-ce que vous
constatez déjà des disparités? Est-ce que les gens se réfugient peut-être plus vers le nord, qui est moins touché théoriquement? Je discutais avec une directrice de vente d'un hôtel à Natania qui me dit que son hôtel est pratiquement plein. Ouais. Donc c'est quand même un signe malgré tout pas si marqué que ça. Pas si marqué que ça. Maintenant à Tel Aviv, évidemment, il y a une baisse des réservations, mais on espère que durant ce mois, il y aura chaque jour des réservations qui pourront Donc une faire tendance à la baisse à relativiser. Merci beaucoup, Daniel Lalique, d'avoir répondu présent sur ce plateau. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. Le retour de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.